plaît, à quelle place de la géologie dans le processus de développement d'un pays comme le Burkina Faso, qui d'ailleurs aujourd'hui est un pays minier, on peut situer l'étape, ou bien les phases de la place de la géologie dans le développement du Burkina? Je peux dire que j'ai déjà abordé la réponse avant l'heure, mais un pays qui ne connaît pas ses ressources, c'est un pays qui dort à terre. Imaginez que demain on dise par exemple que telle substance coûte très cher et vous en avez et vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que vous êtes pauvre. Il y a eu un moment donné où on a lancé un faux programme d'achat des sachets plastiques. Les sachets plastiques qui nous dérangent, vous avez vu que ça commençait à se raréfier dans la ville. Les gens avaient ramassé, ils ont entassé. Ramassé, ils ont entassé. Donc c'est ça, ça peut nous arriver. Il y a quelques années de cela, les gens ne parlaient pas des minéraux stratégiques, des métaux stratégiques, des terres rares et tout ça. Après, avec l'évolution de la high-tech, ces substances sont recherchées. Aujourd'hui, on sait que pour les terres rares, par exemple, la Chine tient tout le monde entier, parce que c'est eux qui ont les réserves les plus importantes. Peut-être qu'il y a un pays qui a également pareil, mais qui n'est pas au courant. Le temps que vous vous rendez compte, ils ont suffisamment vendu, politiquement même, ils sont devenus puissants à travers le monde, parce que des fois, on est obligé de négocier avec eux, sinon ça ne marche pas, sur la base de ce qu'ils tiennent. Donc, quand on dit faire la cartographie géologique d'un pays, mais les gens ne savent pas à quoi ça va servir, mais la carte, c'est la base de tout. En cartographie, on sait là où se trouvent les ressources. Et on peut dire que c'est ça qui amène la place de la géologie. Et quand je dis c'est pour tout en même temps, hein, la cartographie, par exemple, nous sommes une zone de sorte. Réussir à bien cartographier la fracturation, à savoir comment est-ce que ça fonctionne, ça veut dire que vous connaissez vos ressources en eau aussi. Donc, la place de la géologie est très importante. Je veux dire, dans certains pays, c'est ce qu'on place dans les domaines stratégiques. Ce n'est pas n'importe qui se trouve là-dedans parce qu'ils sont hautement bien informés et ils savent quelle est la puissance sur laquelle le pays est assis. Merci bien. Mais de façon spécifique, quelle est la contribution de la géologie structurale et pétrophysique dans le développement extractif du Burkina? La géologie structurale, c'est ça, je dis, la géologie structurale, elle se trouve à cheval sur un certain nombre de domaines de géologie appliquée. Et je peux dire d'une manière ou d'une autre, les hydrogéologues font beaucoup de géologie structurale. Parce qu'avant d'aller faire des implantations, ils repèrent déjà des fractures présumées. Ils vont utiliser d'autres méthodes peut-être pour les confirmer, mais en d'autres temps, si on n'avait pas ces méthodes-là, on allait se contenter de la cartographie de la fracturation. Ça, c'est de la géologie structurale. Et au niveau des mines également, si vous prenez aujourd'hui les gisements qui ont été découverts dans notre contexte, je peux dire à plus de 90%, ces gisements ou bien encore ces minéralisations ont été contrôlées par la déformation. Donc, arriver à comprendre la déformation et dire, je pense que c'est ici que la minéralisation a dû se caser, c'est une très bonne chose. Et tous ceux qui ont fait l'exploration de ça, des fois, il y a un grand chef quelque part qui n'a même pas bougé. Et il dit, je veux une campagne de forage dans tel endroit. Parce qu'il a regardé à distance, il a pris les données, il a compilé, mais c'est des données de structure, de géophysique, il a compilé et il dit c'est ici il faut forer. Et très souvent, ils n'ont pas tort. On peut dire que la plupart des découvertes ont été faites sur la base de ces travaux préliminaires. C'est ce qu'on appelle le ciblage ou encore en anglais le targeting. Et c'est le targeting qui est le début de tout. Professeur, que gagnerait l'État si on effectuait toutes les phases de la recherche par des experts locaux avant de les céder aux sociétés minières? C'était une très bonne chose. Il faut dire que l'État l'a même fait dans le passé. L'État l'a fait dans le passé. Dans les années postérieurement aux années 60,
c'est le BIMIGEP qui a fait l'exploration. Mais justement, le financement n'était pas fait de telle sorte qu'on puisse se concentrer et découvrir un gisement comme c'est le cas des compagnies minières. Mais c'était déjà montré que l'espace sur lequel nous dormons a de la ressource. Donc, la carte des indices et gîtes qui a été publiée, je crois, autour de 90, ça doit être 92 exactement, mais on a vu le travail titanesque qui avait été fait par les prédécesseurs. Des fois, ils sont tombés presque sur ce qui pouvait être appelé un gisement, des gîtes. Perquois a été exploité, c'est vrai que ça s'est terminé par un drame, mais Perquois avait déjà été découvert lors de ces campagnes régionales. Et c'est également le cas de Taparco. Taparco, là où se trouve la mine de Somita, c'était déjà quelque chose de presque connu. Si vous ne patrouillez pas en brousse, vous n'allez pas savoir là où la ressource est cachée. Donc, l'État l'a fait. Mais maintenant, dire également à un État de poursuivre et d'investir jusqu'au stade de jugement et puis l'exploiter, c'est beaucoup d'argent. Mais ce sont les politiciens qui décident de tout. Les politiciens peuvent dire c'est une orientation, on va aller vers là-bas, on va faire travailler les locaux, on va découvrir des jugements. Ça peut se faire. Mais ce que je fais, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut prendre conscience de ce qu'on doit mettre là-dedans au début. Et même quand les compagnies étrangères sont rentrées, premièrement, il y avait des clauses. Une compagnie étrangère devait se faire accompagner par des nationaux. Mais au début, moi, j'ai vu, et j'étais encore très jeune, mais j'ai vu que les nationaux n'allaient pas résister. Et ma prédiction a été correctement respectée. Mais c'est des investissements à coût de milliards. Mais vous investissez 1 milliard national aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça vaut 1 milliard. Et puis, dans 2 mois, on dit, bon, on va passer à une autre étape de l'exploration. Encore, il faut envoyer un autre milliard. Au bout de 2-3 milliards, les gens commencent à reculer. S'ils s'amusent, sa caisse de milliards va finir. Et puis, voilà, on n'a même pas encore abouti au résultat. Il fallait qu'on explique correctement à ceux qui voulaient s'investir dans le domaine que c'est une lutte de longue haleine, mais une lutte dans laquelle on peut même sortir, on va dire, perdant. On peut sortir perdant. Dans les domaines miniers, ce n'est pas toujours qu'en matière de recherche, on gagne. Et c'est là que je dis à mes étudiants, ne tremblez jamais. On vous donne un terrain à explorer. C'est la cour de l'UFR SVT ici. Vous avez 2 réponses possibles. Soit la ressource existe, soit la ressource n'existe pas. Si ça n'existe pas, vous n'avez pas à vous en prendre à vous-même parce que la ressource, ce n'est pas vous qui avez inventé la ressource. Les gisements d'or qu'on exploite aujourd'hui, c'est des choses qui ont été mises en place autour de 2 milliards d'années, qui étaient sur la terre ici. Donc, on me désigne un terrain, on me dit de chercher, et je ne trouve pas, on ne peut pas me poursuivre nulle part. Sauf si je suis sorti du terrain qu'on m'a indiqué et puis j'ai cherché ailleurs. Mais j'ai dit aussi, cherchez, si vous trouvez, c'est pas votre, vous n'allez pas dire notre affaire. On vous a payé votre salaire pour chercher. Donc, c'est celui qui a payé les salaires là, c'est à lui que ça appartient. Et il est libre encore de vous garder ou bien de dire, bon bien, vous avez rempli votre mission, partez. Beaucoup de gens ont découvert des jugements et ils ont été chassés le lendemain. Ils ne comprennent pas, mais on doit les chasser puisque leur mission est terminée. Donc, c'est comme ça. L'État peut décider d'investir là-dedans, mais nous savons le risque que nous prenons. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, j'ai dit, ici, c'est la recherche. Aujourd'hui, on a beaucoup d'experts dans les pays. En tout cas, en matière d'exploration, nous, on peut dire que nous sommes restés dans les académies, on n'a pas touché à des choses, mais quand on vous a présenté les terrains, on a dit c'est plus de 30 ans d'expérience. Et je sais, celui qui a dit plus de 30 ans, et je sais que c'est exactement beaucoup plus que 30 ans. Voilà. On ne va pas citer exactement le même nombre d'années. Donc, en 30 ans, il a fait ses preuves. Si on lui dit voici encore un autre terrain avec les moyens qu'il faut, je crois que si la ressource existe, il ne va pas la louper. C'est d'appliquer vos moyens avec carence. Hein? Et puis après ça, les jugements existent et puis vous ne les trouvez pas. Demain, quelqu'un d'autre vient dire le terrain que vous avez abandonné là, lui, il a repris ça et puis il a trouvé les jugements. Ah là, c'est pas bien. C'est pour cela qu'il faut être compétent.
Bah, si vous êtes incompétent et vous laissez quelqu'un d'autre venir découvrir, c'est pas bien. Alors, professeur, vous avez lâché le mot risque que je voudrais utiliser pour parler un peu du revers de notre prouesse, qui est du fait que le Burkina est devenu pays minier, premier producteur d'or. Mais est-ce que quand on regarde un peu les rapports produits sur l'exploitation minière, on voit qu'il y a c'est suivi de catastrophes hydriques, de la pollution de l'eau par des métaux lourds issus de l'exploitation de ces ressources-là. Est-ce que on n'a pas pris suffisamment? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment pris de garde-fous, ou à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas continuer à exploiter, avoir de l'or et en même temps polluer une ressource vitale pour les populations? Bon, vous voyez, hein, hier nous avions des soutenances de thèses et il y en a une qui disait, voilà, il ne faut pas prendre tout ce qui est pollution et les mettre au compte de l'activité minière. Et là, aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à ce domaine de géochimie environnementale savent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées à l'exploitation minière. Hein, c'est l'activité anthropique, mais pas peut-être la mine, ou bien même c'est naturel. Et c'est des choses que nous devons comprendre et puis éviter. Ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Ça, c'est des types de spécialistes qu'il faut former. Mais également, je ne dis pas que les miniers sont blancs comme neige, parce qu'il y a des compagnies minières, dès lors qu'elles se présentent dans un pays où on voit qu'il n'y a pas d'expertise en face, on fait ce qu'on veut. Hein, j'ai eu à assister à une soutenance où la personne qui soutenait montrait même que dans une des grosses mines ici, je ne vais pas citer le nom, au début, il n'y avait même pas de géomembrane. Là où on rejette les résidus de traitement. Mais ça veut dire que là, vous avez permis à l'eau éventuellement de passer à travers les fractures et de polluer la nappe. Sinon, les compagnies qui se veulent très sérieuses savent ce qu'on fait. Tout autour de la mine, ils ont installé des piézomètres pour surveiller la qualité de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des résidus de ce qu'ils sont en train de faire qui passent dans l'eau souterraine? Donc, normalement, si ça passe et que ça peut être nuisible pour les populations, ils doivent trouver des solutions pour que ça n'endommage pas l'environnement. C'est ça, il dit, il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Nous avons des ressources aujourd'hui, il faut prendre des précautions pour que ce soit exploité de manière sécuritaire. Pour que ça ne blesse pas quelqu'un, mais également laisser ça dans la nature parce qu'on veut préserver l'environnement coûte que coûte. Mais nous allons trouver quel moyen pour nous développer. Je me souviens ce que le président Nelson Mandela a dit. Il avait conseillé les pays africains. Il dit c'est sur la base des ressources minérales que l'Afrique du Sud s'est développée. Et aujourd'hui, elle est un peu au-dessus de tous les autres États africains. On dirait que c'est un continent à part. Mais il faut savoir exploiter sans endommager son environnement. Sinon, on a décidé de ne pas vivre. Vous avez beaucoup d'argent en poche et demain, vous êtes mort. L'argent là, vous avez acquis ça pour qui? Donc, c'est ça. Mais ajouter à ça un problème majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que le gros pollueur même, c'est notre activité à nous, les orpailleurs. Mais maintenant, comment réussir à convaincre l'orpailleur et puis les renvoyer dans les champs de maïs au lieu de continuer de faire l'orpaillage? C'est ça le gros problème. Donc, on a réellement des problèmes à résoudre, c'est ça. Quelle appréciation faites-vous du boom minier sur la condition de vie des Burkinabés? Ben, ça, peut-être que cette question aurait été bien pour un économiste. Moi, je vois en tout cas qu'il y a eu le boom minier, ça c'est un premier constat. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de mines qui sont ouvertes. C'est un constat. Il y a des parts de l'État qui sont versées. Là également, je constate ça et je suis au courant. Maintenant, comment c'est redistribué? Là, bon, je ne suis pas spécialiste de la question. Puisque l'argent acquis par l'État, c'est dans une caisse commune et puis après, c'est les politiciens de définir maintenant quelles sont les priorités
de l'État. Donc aujourd'hui, je vis ma vie. Est-ce qu'il y a eu un impact des retombées de l'exploitation minière sur ma vie? Je ne peux pas totalement mesurer ça. Bon, professeur, donc effectivement, parler de ça, et moi j'allais rebondir à un concept de notion de développement durable, souvent parler d'environnement, parler de quelle est votre conception du terme développement durable dans notre spécialité de géologie? Ben, le développement durable, c'est ça. À peu près ce qu'on disait tout de suite. C'est réussir à mener les activités sans endommager l'environnement dans lequel on vit. C'est ça, je parlais de scier la branche sur laquelle on est assis. On voit l'eau, donc on est devenu fou et on ne voit pas l'environnement dans lequel on vit. Je pense que dans les pays organisés, et des fois c'est nous qui l'autorisons. Vous voyez que la plupart des compagnies minières sont soit canadiennes ou bien australiennes, mais dans ces pays, à partir d'un certain moment où ils ont vécu des désastres, des catastrophes, ils se méfient beaucoup. Si vous ne respectez pas les règles, on vous met hors jeu. Même en bourse, vous ne pouvez pas lever des financements pour venir mener votre activité. Les gens disent qu'on a appris de vous que vous êtes ceci, cela. C'est dans votre mine qu'il y a eu 2 ou 3 morts, ou bien le bac a cédé et puis voilà, la boue a envahi les villages, mais vous n'allez plus avoir un seul rond. La catastrophe de Perquois, on s'en souvient, mais la compagnie qui gérait est tombée du coup comme ça, c'est fini pour la compagnie, elle ne peut plus rien avoir nulle part. Donc le développement durable, c'est ça. Il faut partir avec tout en même temps. Il ne faut pas regarder un seul matériau au point de tomber quelque part. Professeur, moi je constate c'est un cas particulier que j'observe. Quand vous prenez dans nos pays comme le Burkina Faso, on se rend compte que la plupart du temps, on construit des belles villas, construit les routes, mais en quelques temps, vous pouvez même à peine même finir même le bâtiment est déjà fendu. Ou bien on fait les routes, on met les moyens nécessaires pour mettre les routes et on voit qu'à quelques temps, les routes là sont dégradées. Est-ce que l'implication de la géologie structurale ne pourrait pas contribuer un temps soit peu à remédier la situation que nous vivons? Ben, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas dire que tous les murs fissurés, les routes fendillées, c'est dû au fait que le substratum n'est pas favorable. Bon, des fois également, il y a des erreurs, on va dire humaines, au moment même de la construction. Ou bien même, ce n'est pas une erreur, mais on va dire, c'est des malversations, c'est de la malhonnêteté. Mais si vous savez que le ciment se dose ou bien le béton se fabrique à raison d'un sac de ciment pour une brouette de sable, tant de quantité de gravier, et vous mettez un demi-sac. Mais attendez, il faut être... vous ne serez pas étonné que la maison soit fendillée. Maintenant, au-delà de ces erreurs-là, des fois également, les gens travaillent avec beaucoup d'honnêteté, mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que justement, l'étude géotechnique n'a pas été bien faite. Et je le disais, je dis, la géotechnique elle-même, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la géologie, de la géophysique et tout. Et donc, ça veut dire que si on devait être correct, normalement, lorsqu'il y a une réalisation de ce type, et quand c'est un bâtiment, il y a finalement 3 grandes spécialités qui sont engagées. Il y a d'abord les géotechniciens qui vont vous assurer que le site sur lequel vous devez implanter, il n'y a pas de structure en dessous qui puisse endommager votre édifice après. Lui, il vient en avant-plan. Il y a l'architecte qui a peut-être déjà son plan architectural, mais il ne travaille pas au même rythme. Mais lui, il cherche des sites sur lesquels on va dire de déposer ça. Venez voir si on peut tracer son plan architectural là-dessus. C'est tout. Troisième composante, c'est l'ingénieur du génie civil. Mais notre pays étant ce qu'il est, des fois, vous voyez l'architecte qui joue tous ses rôles en même temps. Ou bien c'est l'ingénieur du génie civil, quand il dit, lui aussi, il avait eu un module d'architecture,
attendez, je vais vous proposer un plan architectural. Ou bien on vire le géotechnique, on dit non, est-ce qu'on a besoin réellement de quelqu'un pour faire des fouilles? Les Ouagalais m'ont dit ça. Ils ont dit, est-ce qu'on a besoin de faire une fondation? On pose la brique à même le sol et puis on construit. Et j'explique toujours ce cas à mes étudiants. J'ai dit, le 1er septembre 2009, j'avais une petite maisonnette dans le non-loti. Je partais juste pour aller ramasser mes tôles et puis ma porte et tout. Mais je suis allé trouver qu'elle était là. Parce qu'au moment de la construction, j'étais arrêté. Quand j'ai dit, ils ne font pas aussi une fondation, ils m'ont dit non. J'ai dit, pour moi, cette fois-ci, vous allez faire ça. Donc, ils ont enterré quelques briques avant de monter. La maison est restée. Mais les gens posent la même leçon. Mais comme nous ne sommes pas une région où il y a des intempéries majeures, ça survit comment vous allez donner la leçon à quelqu'un. Donc, les géotechniciens pour les constructions, lui, est carrément rayé. Et les routes Fandier, vous voyez que la plupart du temps, c'est les études géotechniques qui n'ont pas réussi. Je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai fait le constat là où on met les gendarmes couchés là. C'est par là-bas que la route commence à se dégrader. Comment vous pouvez comprendre que les gens fassent des diguettes en brousse pour retenir l'eau, pour que les plantes puissent respirer un peu, et c'est ce que vous mettez pareil sur la route. Vous retenez l'eau et ça dégrade le goudron à cet endroit. Et de là, c'est parti. Bon, comme nous sommes un civique en circulation aussi, quelle solution il faut trouver? Bon, professeur, donc vous voyez que c'est des trucs banals qu'on rencontre qui ne favorisent pas l'entretien de nous. Mais quand c'est surtout les accidents, le côté accident que les gens voient, mais ils ne voient pas la vie même de l'infrastructure. Et je pense que nous, en tant que géologues également, en tant que spécialistes, c'est des trucs qu'on peut quand même apporter pour contribuer pour l'amélioration de nos infrastructures. Et aussi, ce que je voudrais, est-ce que aussi souvent, le fait que les bâtiments se font liés, la plupart du temps que moi je vois, quand je regarde souvent, c'est sur les failles, par exemple, souvent les personnes ont construit sur une faille. Bon, quand il y a des mouvements, ou bien il y a des bruits, il y a une route, une grande voie qui passe à côté, forcément le bâtiment là se franchit à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au coût très exorbitant, aussi souvent des prestations de géotechnique? Et comment faire pour que la population puisse avoir accès facilement à ces prestations pour des meilleurs ouvrages? Je vois que Adama a parfaitement raison. Les failles, tant qu'elles existent, s'il n'y a pas de contraintes à côté, les failles dorment. Mais à partir du moment où vous avez des gros engins qui circulent à proximité, les failles peuvent jouer même si c'est sur quelques millimètres. Et avec le temps, ça prend des proportions, mais le bâtiment qui se trouve au-dessus est très sensible. Aujourd'hui, si ce n'était pas le cas, les mines qui sont ouvertes chez nous ici allaient être tranquilles. Mais ces anciennes failles, lorsque les gros camions de la mine circulent dessus, c'est comme des contraintes, ça peut jouer. On s'en va faire du dynamitage à côté, ça peut jouer sur la faille. La faille peut se mettre en mouvement. Donc, tout cela, ce sont des micro-secousses qui peuvent endommager les édifices que les gens ont bâtis. Mais je me dis que c'est un problème de sensibilisation. La construction de la maison coûte cher, les terrains coûtent cher, mais les gens investissent là-dedans. Maintenant, si vous ne lui montrez pas que les fissures là sont en réalité dues au fait que le substratum n'a pas été bien surveillé avant la construction. Mais il continuera d'accuser les maçons et puis tous ces ouvriers. Ce sont ceux qui ont fait le mauvais travail, c'est pour cela que la maison s'est fissurée. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Et justement, s'il n'y a pas de législation en la matière pour contraindre les gens à faire l'étape de l'étude géotechnique avant de continuer, mais les gens continueront de bâtir. Ceux qui font des grands immeubles, je crois que là, ils sont contraints. Mais ils le font. Mais il y en a qui trichent aussi. On a vu des bâtiments qui sont tombés, mais des fois c'est parce que l'étude géotechnique n'a pas été bien menée.